Merci à tous de vous joindre à nous pour ce webinaire qui vous est proposé par Agicap et Opéra Énergie pour répondre du coup à cette question sur les coûts de l'énergie qui nous rassemble aujourd'hui. Je suis accompagnée d'Aurélien Jouot, qui est directeur des partenariats chez Opéra Énergie. Donc Opéra Énergie est le leader et le pionnier du courtage en énergie B2B. Donc, fort de 8 ans d'existence et de 130 collaborateurs experts et passionnés, ils ont déjà accompagné 13 000 entreprises à optimiser leur budget énergie, donc la fourniture de leur électricité et leur gaz. Merci beaucoup Aurélien d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour à tous. Voilà, et je suis également accompagnée de Philippe Chéron, qui est directeur général France chez Agicap, et de Florent Vimort, qui est directeur financier chez Agicap, qui répondront également à vos questions. Philippe, tu souhaitais présenter Agicap rapidement ? Oui, donc bonjour à tous, enchanté, donc Philippe Chéron, directeur d'Agicap. Donc Agicap, on a une solution de gestion de trésorerie en fait qui permet de faire un prévisionnel. Donc l'idée, c'est de savoir l'impact business sur votre trésorerie aujourd'hui, demain et dans les prochains jours et semaines. C'est un premier module qu'on a, et sinon on fait aussi du module de paiement et de recouvrement pour nos clients. Très bien, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'allons-nous couvrir aujourd'hui ? Alors, il y a trois thématiques fortes qu'on va aborder. L'idée, c'est, sans revenir sur tout le contexte qu'on a eu sur l'énergie, on en reviendra un peu plus tard, c'est comment on peut optimiser sa consommation d'énergie, quels sont les leviers qu'on peut mettre en place et surtout comment on peut s'assurer de capturer l'impact de ces différents leviers. Ensuite, des leviers sur la renégociation. On peut renégocier ses contrats d'énergie, il y a des techniques et des possibilités. Aurélien pourra nous en dire quelques mots. Et dernier sujet, ces hausses d'énergie, elles ont un impact sur les l'EBITDA et si elles ont un impact sur les flux de trésorerie. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a par la hausse de la facture d'électricité, ça a des impacts sur des sociétés qui étaient elles-mêmes à marge positive et qui se retrouvent dans des situations difficiles de paiement parce que des factures compliquées à payer, et donc là, il est nécessaire de prévoir ça sur sa trésorerie. Très bien. Donc, avant cela, nous laissons la parole à Aurélien pour revenir sur l'année 2022. Merci. Oui, effectivement, je vous propose de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et de regarder ce qui s'est passé sur 2022, ou plus largement de revenir sur cette crise de l'énergie que nous sommes en train de vivre. Alors, en énergie, on peut aussi parler d'un monde d'avant et d'un monde d'après. Et le monde d'avant, c'est ça. C'est en électricité un marché de commodités avec des pics, des baisses, un record historique en 2008 à près de 94 € du mégawattheure. C'était au moment du pic oil, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était le moment où on pensait qu'on avait atteint le maximum de production de pétrole et qu'à partir de là, on allait vivre dans un monde de pénurie. Alors, naturellement, ça ne s'est pas produit ainsi, mais ça a eu un impact fort sur les marchés de l'énergie et c'était le record en électricité jusqu'à présent. Ça, c'était le monde d'avant. Quand on intègre les prix 2022 avec l'extraordinaire flambée des prix qui s'est passé, eh bien, on se rend compte que avec la mise à l'échelle, eh bien, tout ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire ce monde avec des pics, des baisses, du coup, devient une sorte d'encéphalogramme plat, vous voyez. Et le record historique précédent de 94 € du mégawattheure que j'évoquais un petit peu plus tôt, eh bien, c'est le petit soubresaut que vous voyez sur le graphique entre janvier 2008 et janvier 2009. Donc, vous voyez un véritable changement de dimension. C'est ce que nos amis anglo-saxons ont appelé l'énergie crunch. Aurélien, je me permets juste de te couper pour afficher en plus gros le diaporama. Hop. Je t'en prie. Alors, est-ce que c'est plus gros ? Je pense que c'est mieux. C'est bon, Aurélien, je te rends la parole. Super. Écoutez, on peut passer au slide suivant, puisque si on regarde plus en détail ce qui s'est passé sur 2022, on voit que le début de l'année a été marqué globalement par la guerre ukrainienne et la baisse progressive des exportations de gaz de la Russie
vers l'Europe. Pour rappel, l'approvisionnement en gaz russe pour l'Europe, c'est à peu près 40%. Il y a un petit peu moins de 20% pour la France. Donc, cette réduction des imports russes a eu un impact important et est venue renforcer un contexte déjà tendu au niveau mondial sur le marché du gaz. Ça, couplé à une production nucléaire historiquement faible, eh bien, a suscité des craintes très importantes et justifiées pour le coup pour notre approvisionnement en gaz naturel et en électricité pour l'hiver prochain. Et c'est ce qui a expliqué cette flambée absolument extraordinaire des prix au cours du 3e trimestre. Heureusement, eh bien, ça ne s'est pas si mal passé. On s'en est même plutôt bien sorti, et ce pour globalement 3 raisons. La première, on a eu un hiver relativement doux. Hein. J'aime à dire que l'hiver a duré 2 semaines. Alors, j'exagère un petit peu, mais c'est un peu l'idée. On a eu aussi la chance de pouvoir démarrer l'hiver avec des stocks de gaz pleins, et ça, c'est assez rare. Et puis, dernier élément et important, le parc nucléaire français a repris une production, alors, pour pas dire normale, mais en tout cas correcte, ce qui nous a permis au cours de l'hiver de même redevenir exportateur net d'électricité. Alors, attention à ne pas toutefois se laisser abuser par le graphique. Si les prix de l'électricité et du gaz naturel ont rebaissé, ils sont restés malgré tout ils restent malgré tout relativement élevés. Hein. Aujourd'hui, on a des prix de marché qui restent 2 à 3 fois supérieurs à ce que nous connaissions par le passé. Et forcément, des impacts pour les consommateurs directs, puisque leurs prix aujourd'hui, les prix qui leur sont proposés lorsqu'ils renégocient un contrat après un contrat d'une durée de 3 ans, par exemple, restent 2 à 3 fois supérieurs par rapport à ce qu'ils connaissaient jusqu'à présent. Donc, il semble prématuré aujourd'hui de dire que nous sommes sortis de la crise ou qu'on est sortis du gué, et notamment, je pense à l'hiver prochain, parce que certes, cet hiver s'est bien passé, mais l'hiver prochain, aujourd'hui, de grosses incertitudes encore planent sur notre approvisionnement, puisque on ne sait pas si on aura un hiver aussi doux finalement que cet hiver-là. Nous ne savons pas quelle sera la production nucléaire dans les mois et semestres prochains. Et puis, dernier élément, comme je le disais, nous avons entamé cet hiver avec des stocks de gaz pleins, mais là, les stocks, on les a vidés, il va falloir les remplir à nouveau, et cette fois-ci, il va falloir les remplir sans gaz russe. Donc, ça va être quand même globalement plus compliqué. Et puis, d'une manière générale, aujourd'hui, nous consommons en remplacement du gaz russe en grande partie du gaz naturel liquéfié. Et ce gaz naturel liquéfié, il est structurellement plus cher que notre ancien gaz pipe russe, parce qu'il a des coûts logistiques plus importants. Il faut le liquéfier, on le convoie par bateau, il faut le regazéifier. Et puis, c'est un gaz qui se dispute d'une certaine façon au niveau mondial. C'est-à-dire que si on veut du gaz naturel liquéfié pour l'hiver prochain, il va falloir se battre, entre guillemets, avec des places de marché, comme la place de marché asiatique, qui en aura peut-être besoin pour sa croissance économique. Et donc, il y aura véritablement un sujet de savoir à combien on paiera le gaz naturel liquéfié l'hiver prochain. Voilà, j'espère avoir été assez complet sur ce retour en arrière et cette situation à date sur les prix du gaz naturel et de l'électricité. Et je passe la parole à Philippe. Peut-être, juste pour compléter, Aurélien, ce que tu disais, effectivement, quand on regarde un peu des études de forecast sur les prix de l'énergie, effectivement, entre guillemets, bonne nouvelle pour 2023, relativement à ce qu'on pouvait attendre. Néanmoins, il faut être conscient qu'il y a un consensus pour dire que comme la production sera intrinsèquement insuffisante dans les prochaines années, on va rester dans un monde où l'énergie va coûter très cher, beaucoup plus cher qu'il y a 2 ans. Donc, certes, ça sera peut-être moins cher qu'il y a 6 mois, 1 an, mais on va rester encore sur quelque chose de plus cher. Donc, ça, c'est un intrinsèque pour tous les business. Et donc, il est nécessaire justement de réfléchir à son mode de consommation, sur comment on peut réduire sa consommation d'énergie, parce qu'en fait, l'énergie la moins chère, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas finalement. Donc, on a résumé quelques leviers. Alors, quand on préparait cette liste de leviers, on s'est dit, bon, si on leur présente ces leviers,
On ne va pas leur apprendre grand-chose. C'est des leviers assez classiques d'économie d'énergie. Baisser la température, éteindre les lumières et autres. Donc, en termes de valeur ajoutée pour vous, vous allez vous dire quel intérêt de venir à un webinaire, on va m'expliquer qu'il faut éteindre la lumière et baisser la température de mon salon pour économiser l'énergie. En fait, on s'aperçoit que le levier baisse de consommation de l'énergie, ça peut générer entre 10 et 30% de baisse de la facture d'électricité. D'accord ? Le 10 à 30% va dépendre de votre industrie. Est-ce que vous êtes gros consommateur ou pas assez consommateur ? Donc, ces leviers, aussi simples soient-ils, ils ont un impact extrêmement fort. La difficulté n'est pas tellement dans l'identification des leviers, mais dans leur suivi et le tracking de la valeur de chacun de ces leviers. Et ça nécessite pour des organisations de se mettre en ordre de bataille. Typiquement, en termes de méthodo, nous, ce qu'on voit, et pour avoir travaillé avec pas mal d'organisations auparavant, ce qui est vital au début, si vous voulez, c'est de comprendre en fait la nature de vos consommations énergétiques. Donc, faire un exercice de baseline en regardant, voilà, poste par poste, c'est quoi la structure de coût, finalement, de votre facture d'énergie et quels sont vos grands postes. Vous définissez cette baseline et par bucket, par boîte de consommation, donc imaginez, vous êtes dans une industrie lourde, vous avez forcément l'électricité pour faire tourner vos machines, vous avez l'alimentation de quelques machines un peu atypiques, plus vous avez le chauffage, en bref, vous avez plusieurs listes dans votre facture d'électricité et vous allez essayer de comprendre c'est quoi la part de chacune. Sur chacun, vous allez dire, OK, c'est quoi mes leviers et vous devez dimensionner l'impact souhaité de chacun de ces leviers. Et là, on vous a mis quelques abacs. Vous allez sur le site de l'ADEME, vous allez pouvoir aussi trouver de l'information qui vous permet d'aller dimensionner l'impact. Et ça doit être votre cible. Et votre cible, en fait, si vous n'avez pas un processus de suivi semaine par semaine, mois par mois de l'impact de chacun de ces leviers, vous pouvez être sûr que vous n'allez rien capturer. Ce que j'ai vu dans des industries, notamment l'industrie automobile, c'est lorsqu'ils font des revues de performance le long de la ligne de production, ils regardent aussi bien la productivité de la ligne, normal, le nombre de voitures qui sont passées, mais ils regardent aussi la consommation énergétique. Et si vous voulez, c'est aussi important que la productivité, parce que ça, vous imaginez, en termes d'impact sur la structure du coût, c'est vital. Donc, baseline, suivi et une gouvernance. Ensuite, il y a la notion aussi d'animation au sein des équipes. L'avantage de la discussion sur l'énergie, c'est que c'est un sujet assez consensuel. Pourquoi ? Parce que, tout le monde est sensible à cette hausse. On la vit dans son entreprise, mais on la vit aussi à titre personnel. Donc, il y a une espèce de burning platform collective autour de ce sujet-là. Et d'autre part, alors bonne ou mauvaise nouvelle, vous me direz ce que vous en pensez, mais la consommation d'énergie aussi a un impact CO2 non négligeable. Donc, tout le monde, il y a une conscience collective sur le fait que ça soit un sujet majeur pour notre société. Et ça, vous pouvez en jouer au sens positif du terme pour susciter l'adhésion des équipes. Et donc là, vous pouvez avoir un double message, qui veut dire à la fois on réduit la facture d'énergie parce qu'on a un impact économique assez important, c'est aussi un impact sociétal qui est important, et vous pouvez le gamifier. Moi, ce que je voyais aussi dans les entreprises qui sont dans le domaine du retail, donc plutôt des magasins, des points de vente, on voyait que on mettait en compétition en fait les différents magasins. Donc c'est facile, pour benchmarker des magasins, vous regardez la consommation d'énergie, vous divisez par le nombre de mètres carrés du magasin et ça vous donne une forme de comparaison élémentaire de la consommation d'énergie. Et en fait, il y avait une compétition pour baisser cette facture. Donc ça voulait dire, par exemple, quand vous avez les portes automatiques, il fallait penser à les fermer pour pas que la facture d'énergie ne sorte pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de sympa ? Effectivement, la température du magasin qui était contrôlée, le fait de ne pas laisser la vitrine allumée à partir d'une certaine heure le soir. Enfin, plein de petits leviers. Et en fait, ce fait de mettre cette compétition, ça mettait tout le monde dans une dynamique positive. Et le fait de réduire la facture d'énergie n'était plus vu comme une contrainte, mais finalement comme un jeu, et ça marche assez bien. Dans d'autres entreprises, ce que j'ai pu voir aussi, c'est d'avoir un monsieur ou une madame énergie qui est lui-même incentivé financièrement, au sens, une part non négligeable de son bonus est liée à la consommation d'énergie, et donc qui va inciter l'ensemble de l'organisation à aller chercher ces différents biens. Alors, je regarde les questions. Oui, Aurélie, pas de sujet, vous envoyez les pages de l'ADEME. En fait, ce qui est très bien sur le site de l'ADEME, alors je vous incite à aller le voir, notamment pour les industries lourdes. Je ne sais pas s'il y en a industrie et industries lourdes, je ne sais pas s'il y en a autour de la table aujourd'hui, mais ils ont listé une bibliothèque de leviers, en fait,
assez précis, vont jusqu'à la maille de la machine. On va dire, voilà, la machine XY, si vous voulez baisser sa consommation d'énergie, voilà les 3 leviers que vous devez faire. Par exemple, la positionner, je dis n'importe quoi, à une puissance de 1500 watts, parce que c'est là où vous avez le meilleur outcome en termes de productivité et sa consommation d'énergie est le plus faible. Il faut savoir que les machines, plus vous les poussez, plus la productivité devient marginale. En revanche, la consommation d'énergie devient exponentielle. Alors, sur la partie référence ISO 50001, je vous avoue, Elisa, je ne sais pas. On se renseignera. On pourra se renseigner pour vous. Et on avait également une question de Christelle, exactement, sur la méthanisation, qui effectivement est un levier de production d'énergie sur place, ce qui s'affiche sur la slide à l'écran. Est-ce que éventuellement tu as un mot à en dire, Philippe? Effectivement. En fait, et ça, c'est des sujets assez intéressants. On pourra aussi parler des PPI un peu plus tard dans la présentation. Donc là, je vous ai montré un peu les leviers un peu plus basiques. Après, on a des leviers plus, on va dire, avancés qui vont s'appliquer sur des typologies d'industries particulières, comme décaler les horaires de production. Donc, ça marche effectivement dans le domaine de l'acierie. Dans le domaine du retail, c'est un peu plus compliqué de faire tourner les magasins pendant la nuit et pas pendant la journée. Participer à des programmes de délestage aussi. Là où, comme vous le savez, il y avait des rumeurs fortes de délestage, on va dire, pas spontanées, mais prévues quelques heures à l'avance pour éviter justement un blackout complet du réseau. En fait, on peut proactivement se positionner auprès de la RTE pour dire, voilà, moi, ça m'intéresse d'être délesté. Si je le sais X heures à l'avance, je peux m'effacer du réseau. Et donc là, vous êtes rémunéré par l'opérateur. Produire sur place, effectivement, on a parlé de la méthanisation. On a cité un exemple de Tereos qui fait ça. Par exemple, aussi à Lyon, je crois que c'est le Groupama Stadium qui a mis en place des panneaux solaires à proximité. Donc ça, c'est des choses qui marchent assez bien pour son usage propre et aussi, pareil, en fait, on vous donnait producteur d'électricité, donc vous pouvez revendre cette énergie sur le réseau. Et ça, ce qui est assez sympa, c'est que autant avant, le business case était un peu foireux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aviez un cours de l'énergie qui était assez bas et donc arriver à avoir un retour sur investissement, on parlait plutôt de 20 ans, 30 ans pour avoir un ROI. Mais là, maintenant qu'on a des cours qui sont plus élevés, en fait, les business cases deviennent plus intéressants et les ROI sont sur des durées plus courtes. Voilà un petit peu les grands leviers. Donc, vraiment, moi, ce que j'insiste beaucoup, c'est nature des leviers. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas l'objet de la guerre. Vous pouvez faire aussi vous aider. Il y a des boîtes qui sont spécialisées dans l'audit de votre consommation d'énergie. Donc, trouvez les leviers. Enfin, définir votre baseline, définir votre plan de bataille, un objectif par target et faire le suivi et créer le change management au sein de votre organisation pour faire adhérer vos équipes sur cette thématique. Et encore une fois, bonne nouvelle, cette thématique a un double impact économique et sociétal. Super, en effet, ça permet aux entreprises de verdir leur bilan carbone en prévision de l'objectif de neutralité. Merci beaucoup Philippe. Je repasse du coup la parole à Aurélien qui va nous détailler comment on peut renégocier efficacement son contrat de fourniture d'énergie. Aurélien, j'en profite pour te dire qu'on a une question de Pierre qui nous demande si on peut réviser l'indexation du prix du gaz au prix de l'électricité. Donc j'imagine qu'on fait ici référence au mécanisme de fixation des prix, si dans ton intervention, tu as un moment pour répondre à cette question. Merci Isabelle. Alors effectivement, je veux bien qu'on se penche, on essaiera de se pencher dessus. Je suis toutefois pas sûr d'avoir complètement saisi la question. Donc s'il est possible, le laps de temps qu'on arrive à ce sujet-là, qu'il puisse avoir peut-être une reformulation de la question, je suis preneur, comme ça me permettra d'apporter une réponse précise sur le sujet. Très bien. Alors Pierre, si vous pouvez éventuellement préciser votre question. En attendant, Aurélien, je te laisse la parole sur le sujet renégociation de contrat. Ça marche, merci. Comme le disait Philippe, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas, c'est clair. Mais toutefois, pour celle qu'on consomme, eh bien, il faut la payer. Et dans le contexte actuel, elle se paye relativement cher. Alors, on l'a dit, hein, les marchés restent élevés au moment où on se parle. Et donc, mécaniquement, ça a un impact sur les grandes masses qui composent votre facture d'énergie, qu'on parle de gaz ou d'électricité. Dans le monde d'avant, l'énergie, ça représentait grosso modo 50% de votre facture. Le reste, c'était l'acheminement et les taxes.
Au moment où on se parle, la partie électricité ou gaz naturel, en tout cas la partie énergie de votre facture, c'est plus proche des 80%. Et dans la mesure où il n'y a pas grand-chose à aller chercher au niveau des taxes, qu'on peut certes tenter une optimisation de la partie acheminement, mais ça reste globalement marginal et c'est toujours du cas par cas. Finalement, il n'a jamais été aussi important que de se pencher sur ce fameux poste énergie afin d'essayer d'en négocier les meilleures conditions. Et pour négocier ces contrats d'énergie, finalement, il faut se poser des questions, les bonnes questions, et qui n'ont pas toujours des réponses très évidentes. La première question, pour moi, ce serait quand commencer les négociations? Parce qu'on parle de négociations, certes, mais finalement, quand est-ce qu'il faut s'y mettre? Et là, mon premier conseil, c'est ne vous laissez pas piéger par le préavis. Parce que qui dit préavis dit tacite reconduction, et qui dit tacite reconduction dit prix non négocié. Et dans le contexte actuel, un prix qui n'a pas été négocié, à mon sens, ne peut pas être synonyme de bonne opération économique. Ensuite, ce qu'il faut bien avoir en tête, et ça je me rends compte qu'il n'y a pas tant de décisionnaires qui en ont conscience, c'est qu'un contrat d'énergie, gaz naturel, électricité n'est pas obligé de démarrer juste après la signature. Vous pouvez bloquer, sécuriser un prix pour un contrat qui démarrera dans plusieurs mois. Et donc la bonne fenêtre de tir de négociation, aujourd'hui, elle est globalement entre 12 mois et 2 mois avant l'échéance de votre contrat. Et anticiper, ça vous donne également de la visibilité, ça vous donne du contexte. Quand vous vous mettez en ordre de bataille pour renégocier votre contrat 12 mois avant son échéance, vous commencez déjà à avoir une vision du marché. Et ça vous permet d'avoir du contexte au moment de la prise de décision pour vous dire, là, c'est le bon moment pour y aller. Et puis, ça vous donne aussi naturellement plus de chances pour bénéficier d'une fenêtre de tir s'il y en a une qui apparaît avant votre l'échéance de votre contrat. Je vois qu'il y a une question. Alors, on a du coup eu des précisions de la part de Pierre qui demande si le prix du gaz a une influence sur le prix de l'électricité et si oui, pourquoi, sachant que notre production est majoritairement nucléaire. Alors oui, effectivement, il y a un impact très fort du gaz vers l'élec. Alors je vais essayer de l'expliquer de façon très schématique et très rapide parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait passer des heures. Mais le principe derrière ça, c'est ce qu'on appelle le merit order, c'est-à-dire que pour produire de l'électricité, on a besoin de gaz naturel. Et que les centrales à gaz, qui sont en général le dernier moyen de production appelé pour produire de l'électricité, pour que ces centrales à gaz aient un intérêt économique à produire, il faut que la valorisation de leur production leur permette de couvrir leurs charges. Et la valorisation de leur production, c'est le prix de l'électricité. Donc, si je reformule, si le prix de l'électricité ne leur permet pas de couvrir leur achat de gaz naturel, elles ne produisent pas. Et si elles ne produisent pas, on n'équilibre pas le marché. Et si on n'équilibre pas le marché, on a des blackouts, on a des coupures. Donc, il est nécessaire pour nous que ces centrales à gaz tournent. Et pour que ces centrales à gaz tournent, il faut que le prix de l'électricité leur permette de couvrir leur achat de gaz. C'est la raison pour laquelle les prix du gaz naturel ont un impact fort sur les prix de l'électricité. Ce n'est pas le seul déterminant du prix de l'électricité, mais c'en est un. Alors, merci beaucoup Aurélien. On a une autre question de Michel qui nous demande comment explique-t-on que les prix de l'énergie soient à un niveau si élevé là actuellement, alors que le prix du gaz a baissé, alors que le prix du pétrole également a baissé quasi à leur niveau, en dessous de leur niveau du démarrage de la guerre en Ukraine, que l'euro est remonté. Qu'est-ce qui fait que les prix de l'énergie se maintiennent à un niveau élevé ? Alors, les prix du pétrole, les prix du gaz naturel, sont redescendus, mais malgré tout restent encore à des niveaux relativement élevés. Pour la partie électricité, ça s'explique également par un prix du CO2 qui est également très élevé. On a un niveau historiquement élevé du CO2. Alors, on en parle assez peu, mais dans la logique du merit order que je vous expliquais tout à l'heure, le CO2 est également une charge
pour les centrales à gaz. Et donc, encore une fois, je reprends le même mécanisme, si parmi leurs charges, il y a un coût du CO2 qui est élevé, ça se répercute sur le prix de l'électricité. Donc, le prix de l'électricité aujourd'hui est élevé, notamment parce qu'on a un prix du gaz qui est cher, parce qu'on a un coût du CO2 qui est cher, et parce qu'on a encore des incertitudes, naturellement, sur les mois et années à venir, notamment sur la production de notre parc nucléaire français. Merci beaucoup Aurélien. Alors, on a de nombreuses questions là sur la temporalité dans l'année la plus propice pour négocier un contrat. Est-ce qu'il vaut mieux le négocier au printemps, en été, en hiver ? C'est une très bonne question dont on entend souvent qu'il est préférable de négocier à l'été plutôt qu'à l'hiver. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que là, on le voit bien, finalement, cet hiver, les prix ont baissé au regard des prix de l'été dernier qui ont été finalement les plus hauts qu'on ait jamais vus. Non, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de règles. Les marchés évoluent en fonction d'événements qui sont parfois géopolitiques. Et la géopolitique, elle n'a pas franchement de saison. Donc aujourd'hui, je pense que le marché évoluant sur des fondamentaux qui n'obéissent pas nécessairement à une question de saison, il faut effectivement suivre le marché de façon assez régulière et sentir un petit peu comment peuvent évoluer ces différents fondamentaux afin de se positionner. Mais il n'y a pas de réponse, je dirais, magique en termes de oui, il faut se positionner en août, parce qu'en août dernier, typiquement, c'est là qu'on a eu les prix les plus élevés qu'on n'ait jamais eu finalement sur les 20 dernières années. Très clair. Et alors, une dernière question sur la temporalité de renégociation. Donc là, jusqu'ici, on parlait de renégociation à l'issue d'un contrat. Grégoire nous pose également la question qui est pas évidente dans le cas d'un contrat qui a été signé en octobre 2022, donc effectivement un moment où les marchés étaient défavorables, donc pour un contrat à Rennes dont on parlera un petit peu plus tard. Est-ce qu'il est possible de dénoncer ou de renégocier un contrat en cours de route ? Alors, il est toujours possible de dénoncer un contrat en cours de route. Malheureusement, ça ne se fera pas, j'ai envie de dire, gratuitement. C'est-à-dire que tous les contrats, que ce soit de gaz naturel ou d'électricité, ont des clauses qui prévoient la résiliation anticipée. Et elle est en général associée à des frais qui sont importants et qui sont d'ailleurs faits pour justement éviter que les clients des fournisseurs puissent arbitrer en fonction du marché, signer à l'instant T, puis résilier un contrat 2 mois plus tard en se rendant compte que le marché a évolué à la baisse. Donc les frais de résiliation étant très élevés, généralement ils sont rédhibitoires. Dans le contexte actuel, avec des évolutions très fortes des prix, en fonction du moment où vous avez signé et en fonction du prix qui peut vous être proposé aujourd'hui, il peut être intéressant, effectivement, de regarder quels seraient vos frais de résiliation et quels seraient les prix qui vous seraient proposés aujourd'hui. Mais malgré tout, sur ce point-là, je préfère rester prudent. Alors, c'est déjà un calcul économique clairement à modéliser, mais je tiens à redire que la plupart du temps, les frais de résiliation pour rupture anticipée sont très élevés. C'est donc un calcul à faire de façon assez fine pour s'assurer de ne pas réaliser une fausse bonne opération. Et alors, ça tombe très bien parce que Florent aura l'occasion de nous présenter justement une logique de modélisation financière. Alors, pas sur un cas de résiliation d'un contrat en cours. Néanmoins, c'est vraiment avec son directeur financier, son responsable financier qu'il faut voir la question. Combien pèsent les économies que je peux faire en mettant fin à mon contrat par rapport aux pénalités que je paye ? On va peut-être avancer sur la présentation, Aurélien, et je te partage juste avant une question de Laetitia que tu pourras prendre peut-être sur la partie suivante. Donc, quels sont les risques encourus si on quitte le fournisseur historique EDF ? Tu l'auras en tête. Très bien, je peux y répondre tout de suite. Effectivement, c'est une bonne transition. Quels sont les risques ? A priori, aucun, du moment que vous le faites dans le cadre de votre contrat, c'est-à-dire que si vous arrivez à l'échéance de votre contrat et que vous envoyez un courrier de résiliation en bonne et due forme respectant les durées de préavis établies,
vous n'avez pas de risque. Il faut bien l'avoir en tête si votre sujet, c'était la pérennité de l'approvisionnement en électricité. Aujourd'hui, l'acheminement de l'électricité comme du gaz naturel est complètement dissocié du monde de la fourniture. Donc, vous êtes en droit de travailler avec qui vous voulez sur le monde de la fourniture. Cela n'aura absolument aucun impact sur votre approvisionnement en gaz naturel comme en électricité. Ça, c'est un point qui est très important. Et ça fait effectivement une bonne transition pour la question suivante, qui est quel fournisseur solliciter, puisque pour obtenir les meilleures conditions, à notre sens, et ça n'étonnera personne compte tenu du métier que fait Opéra Énergie, mais moi, mon premier conseil sur ce sujet-là, c'est faites jouer la concurrence et brassez large. N'hésitez pas à solliciter un grand nombre de fournisseurs, parce qu'aujourd'hui, tous les fournisseurs ne réagissent pas de la même manière par rapport à cette crise. Certains ont complètement arrêté leur activité, ou du moins ont arrêté de chercher de nouveaux clients. D'autres ont restreint leur champ d'application, soit en termes de taille de clients, soit en termes de secteur d'activité ou en termes de volume. D'autres sont plus conservateurs dans leur façon de pricer parce qu'ils sortent un petit peu fragilisés de cette crise. Et puis au contraire, certains fournisseurs, ils voient une vraie opportunité de prendre des parts de marché et donc du coup sont beaucoup plus compétitifs. Donc dans ce contexte incertain, moi mon conseil c'est faites jouer la concurrence, c'est sain et ça exercera au pire une pression sur la marge de votre fournisseur actuel. Et de deux, brassez large pour avoir des offres et vous pourrez constater que dans un contexte avec des variations de prix très élevées, eh bien, vous pouvez avoir des écarts très importants d'un fournisseur à un autre. Juste un petit point d'attention, tous les fournisseurs ne présentent pas leurs offres de la même façon. Donc, les offres sont toujours à prendre avec une certaine précaution et je ne peux que trop vous conseiller de vous faire accompagner dans l'étude de ces dernières. Une question ou je passe à la question suivante? Écoute, tu peux passer à la question suivante. Donc, quel type de prix d'achat? Super. Pour les prix, les types de prix que vous pourriez opter, on va distinguer quelques grandes familles. La première, naturellement, celle qui est la plus répandue, c'est le prix fixe. Le prix fixe, il a l'avantage d'être sécurisant, puisqu'il ne bouge pas sur la période donnée, mais attention, ça c'est le point important, il est engageant sur cette même durée. Et ça pose la question de la durée, que l'on traitera juste après. Mais le prix fixe, globalement, c'est la bonne solution pour sécuriser son budget et avoir de la visibilité sur une durée donnée. À l'inverse, le prix indexé, lui, il est incertain par nature. Au moment où vous signez votre contrat à prix indexé, vous ne savez pas quel sera votre prix parce qu'il repose sur une formule composée d'un ou plusieurs indices et ces indices vont évoluer et votre prix va évoluer avec ces différents indices en parallèle. Donc, c'est un prix qui peut être intéressant si vous anticipez une baisse des indices sur lesquels il repose. En revanche, si vous dites que le marché va monter et que les indices vont monter, c'est à mon sens pas la solution la plus indiquée. Peut-être je fais un stop ici pour répondre à la question qui avait été posée un petit peu plus tôt et à laquelle il me manquait des éléments. C'était celle que je te l'ai reposée ensuite. Je te l'ai reposée ensuite. Okay. Donc, non, tu peux enchaîner. Il y a quelques questions sur là les tendances à court terme et sur la période propice, mais la période la plus propice pour signer un nouveau contrat. Mais je te propose qu'on couvre peut-être les différents prix d'achat avant d'y répondre. Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, les prix indexés on les retrouve plutôt sur le marché du gaz naturel, en électricité beaucoup moins. En revanche, ce qui s'en rapproche le plus et ce qui pour le coup est beaucoup plus répandu finalement, ce sont les contrats à prix ARENH. L'ARENH, pour mémoire, c'est l'électricité d'origine nucléaire qui est revendue à prix coûtant par EDF aux fournisseurs alternatifs. Ce prix ARENH, cette électricité ARENH, aujourd'hui, elle a un coût de 42 € du mégawattheure. À mettre au regard d'un prix marché aujourd'hui pour une livraison 2024 qui oscille entre 150 et 200 € du mégawattheure. Donc, vous voyez un écart très important entre le prix ARENH et le prix marché. Donc, un contrat à prix ARENH propose forcément un prix facialement plus bas qu'un contrat prix fixe classique.
Alors, si mon explication s'arrêtait là, vous me direz que ce serait très simple. La petite nuance, c'est que de l'arène, eh ben, il n'y en a pas pour tout le monde. Alors, autrement dit, il y a un volume limité d'arènes et chaque année, de façon systématique, les fournisseurs en demandent plus qu'il n'y en a. Et donc, en fin d'année, on dresse le bilan et on se dit, il y a tant d'arènes demandées en plus qu'il va falloir compenser en réalité par un prix marché, et donc un prix marché beaucoup plus élevé. Tout ça pour vous dire que lorsque vous signez donc un contrat à prix arène, il faut vous attendre chaque 1er janvier à un réajustement de votre prix parce qu'il y aura une partie de l'arène qui était prévue initialement dans votre contrat qui sera remplacée par un prix marché, et un prix marché qui à l'heure actuelle est beaucoup plus important. Et donc ce réajustement peut être peut avoir un impact en tout cas très important sur votre prix. Alors loin de moi l'idée de dire qu'un prix arène n'est pas une bonne opération. Simplement, il faut être vigilant. Le prix que vous signez quand vous signez un contrat à prix arène n'est pas le prix, ou vraisemblablement pas le prix qui vous sera réellement facturé. Et puis, la dernière grande famille de type de prix, alors, je ne sais même pas si on peut parler de type de prix, parce que c'est presque un type d'achat, mais c'est l'offre clic ou l'achat dynamique. C'est-à-dire que, à la différence d'un prix fixe où vous prenez une seule décision qui va impacter le prix de votre contrat sur toute sa durée, l'achat dynamique permet de multiplier les actes d'achat, soit pour déterminer des bandeaux, soit pour déterminer le prix de période donnée, mais va permettre de diluer le risque en augmentant le nombre d'actes d'achat sur la durée de votre contrat. Donc, c'est un moyen, d'une certaine façon, de couvrir son risque et de le diluer. En revanche, attention, il faut être clair sur ce point. Quand vous partez sur une offre clic, il faut accepter le fait que le marché puisse monter et que donc chaque clic successif sera potentiellement plus cher que le précédent et que vous pourrez peut-être arriver à la conclusion qu'il aurait été préférable de signer un prix fixe finalement au moment où vous avez signé votre contrat. Mais ça, au départ, personne ne le sait. Merci beaucoup Aurélien. On va peut-être accélérer un peu. Je pense qu'il doit te rester 3 minutes pour couvrir le reste avant de laisser la place à Florent. Donc, prochain sujet, la durée du contrat. Alors, très rapidement, la durée du contrat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gaz naturel comme en électricité, globalement, les fournisseurs vous proposent des prix entre 1 et 3, 4, voire 5 ans pour les plus longues. Et au risque d'en décevoir quelques-uns, à notre sens, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, parce que c'est toujours facile de refaire le match a posteriori, mais au moment où tout est incertain, c'est quand même un point sur lequel il est difficile de se positionner, et c'est votre sensibilité au risque et votre perception du marché finalement qui va vous guider dans votre décision. Si je caricature le cheminement, je dirais qu'une offre court terme, 1 an, elle va vous permettre de vous montrer ouvert aux opportunités. Si le prix de marché baisse dans les mois qui suivent, vous pourrez tout de suite négocier un nouveau prix qui démarrera à l'échéance de votre prix 1 an et donc vous pourrez en bénéficier pleinement. Mais comme les prix de marché court terme sont plus élevés que les prix de marché long terme, avec une offre 1 an, vous allez payer un prix qui sera un peu plus cher. À l'inverse, si vous partez sur une durée plus longue, vous lissez votre prix puisque vous intégrez des échéances lointaines qui sont moins chères, donc vous avez un prix qui est plus bas. Vous offrez de la visibilité puisque vous avez un prix qui est figé sur une durée plus longue. En revanche, à l'inverse, vous êtes engagé sur cette durée plus longue et donc si le marché vient à se retourner et est baissier dans les mois qui viennent, vous n'aurez vraisemblablement pas la possibilité d'en profiter car vous êtes engagé sur la durée de votre contrat. Super. Alors, 2 petites questions, Aurélien. Quelle a été l'évolution des prix AREN jusque-là, sur l'année dernière? Donc, j'imagine sur la totalité du contrat, parce que le montant du mégawattheure AREN est fixé par les pouvoirs publics. Alors, effectivement, le prix de l'AREN, lui, n'a pas bougé. En revanche, ce qui a évolué, c'est l'écrêtement. Et les 2 derniers écrêtements auront véritablement un impact important puisque la modalité de remplacement de l'AREN manquant sur le marché s'est fait à un moment où les prix de marché étaient très élevés. Donc, forcément, les contrats AREN pour 2022 et 2023 auront vu leurs prix, leurs conditions tarifaires augmenter de façon significative.
Ok, très clair. Et le volume minimal pour une offre clic? Alors, le volume minimal pour une offre clic, en gaz naturel, on commence à trouver des offres clic à partir de 3 à 5 gigawattheures. En électricité, en dessous de 10 gigawattheures, je pense que c'est très compliqué de trouver des offres clic. C'est vrai que les offres clic, multipliant les actes d'achat, elles nécessitent un certain volume, donc elles s'adressent avant tout à de gros consommateurs de gaz naturel ou d'électricité. Nous avions également une question de Christine sur les aides pour les TPE. Alors, nous pourrons vous partager un document que nous avons rédigé à ce sujet qui détaille toutes les aides auxquelles ces entreprises sont éligibles. Alors, on va peut-être accélérer un peu pour laisser la place à Florent. On vous partage une dernière modalité sur des temps très longs qui, du coup, concernent un nombre faible d'entreprises. Ce sont les PPA. Donc, en 1 minute, Aurélien, sur les PPA. Ok, challenge accepté. En 1 minute, les PPA, donc les Power Purchase Agreement, ce sont des contrats conclus de gré à gré entre des producteurs d'énergie et les consommateurs. Alors, effectivement, c'est un terme qui est très à la mode, on en entend beaucoup parler, mais dans les faits, aujourd'hui, en France, seules quelques très grandes entreprises françaises ont franchi le cap, d'une part en raison du volume important qu'il faut avoir en termes de consommation pour intéresser les producteurs, et puis d'autre part, ce n'est pas un sujet qui s'est encore vraiment démocratisé, et donc la contrainte juridique en a peut-être refroidi plus d'un. Pour rentrer rapidement dans le détail, on distingue 3 types de PPA. Le PPA physique sur site, un producteur va installer une infrastructure de production d'électricité sur votre site et la production d'électricité qui en résulte, vous la consommez directement au prix qui a été convenu entre vous et le producteur. Dans le cadre d'un PPA physique hors site, la logique est la même, à la seule différence que cette fois-ci, le site de production est distant du site de consommation, donc l'électricité est réinjectée sur le réseau avant d'être consommée par le site consommateur. Et puis le dernier type de PPA qui est là pour le coup un petit peu particulier, c'est le PPA financier. Il est particulier parce qu'il n'y a pas d'échange physique, il n'y a pas finalement d'échange d'électricité à proprement parler. Entre le producteur d'électricité et le consommateur, il y a un accord sur un prix qui est convenu, et en fait, si le spot, donc l'électricité court terme, si le prix du spot, l'électricité court terme, passe sous ce prix, à ce moment-là, le consommateur paye la différence entre le prix et le spot au producteur, et si à l'inverse, le prix spot passe au-dessus du prix qui est convenu, c'est le producteur, cette fois-ci, qui va payer la différence entre ce prix convenu et le PPA. Donc, c'est plus un moyen de couverture, à mon sens, qu'un contrat d'électricité à proprement parler. Voilà, mais c'est un petit peu technique, donc je pense que je vais pas m'attarder davantage sur le sujet. Alors, on a quelques questions. Si on n'arrive pas à y répondre avant la fin, là, on va donner la priorité à la présentation. On vous enverra dans tous les cas une réponse écrite à toutes ces questions. Comme ça, vous les aurez également par mail. Donc, la conclusion de tout ça, Aurélien, de nombreuses questions qu'il faut se poser pour renégocier son contrat d'électricité sans réponse évidente. Donc, la conclusion, elle est sans appel. Il est utile de se faire accompagner, et je te laisse peut-être décrire les services que propose Opéra Énergie en 2 minutes. En 2 minutes. Oui, alors, naturellement, moi, je ne peux que vous adjoindre de vous faire accompagner sur toutes ces thématiques qui, vous l'avez compris, ne sont pas si évidentes que ça. Chez Opéra Énergie, cet accompagnement, c'est principalement le courtage, c'est-à-dire qu'on va faire le point avec vous sur votre situation, c'est-à-dire ce que vous consommez, comment vous le consommez, avec qui, à quel prix. On va regarder ensemble la situation de votre entreprise, vos desiderata, et on va établir ensemble une stratégie d'achat. Cette stratégie d'achat, elle va nous servir de guide dans la consultation des différents fournisseurs que l'on va consulter pour obtenir les offres qui seront les plus adaptées à votre situation, à votre demande. Ces offres, naturellement, on va les challenger et puis on va les intégrer dans un comparateur qu'on vous présentera avec une synthèse budgétaire globale pour qu'en un coup d'œil, vous puissiez voir comment se positionnent les différents fournisseurs. Une synthèse budgétaire plus détaillée pour qu'on puisse rentrer quand même dans le détail de la composition des prix qui vous sont proposés. Et puis une synthèse contractuelle qui reprend les petites lignes qu'on ne lit pas toujours, mais qui sont importantes à avoir en tête au moment où on signe un contrat.
Naturellement, le choix est toujours le vôtre, hein, et comme je le disais, il faut anticiper. Donc, nul ne vous contraindra à prendre votre décision lors de ce premier tour. Mais une fois votre décision prise, une fois un fournisseur retenu et son offre, on met en place avec le fournisseur le contrat que vous avez choisi. Et notre accompagnement ne s'arrête pas là, puisque à partir de là démarre une veille à la fois réglementaire. On parlait tout à l'heure des aides mises en place par les pouvoirs publics. Nous sommes énormément sollicités par nos clients sur ces sujets-là au titre de l'accompagnement qu'on réalise pour nos clients. Et puis, on assure naturellement une veille marché, puisque, comme on l'a dit, en fonction de l'échéance des contrats de nos clients, il peut y avoir des opportunités à se positionner si des fenêtres d'opportunités venaient à apparaître pour ces clients. Donc voilà le service, l'accompagnement que l'on propose à nos clients, que ce soit en mode courtage ou que ce soit en mode conseil. Très bien, merci beaucoup Aurélien. Je passe du coup la main à Florent qui va nous expliquer, donc une fois qu'on a essayé de réduire sa consommation, une fois qu'on a négocié au maximum son coût de l'énergie, comment est-ce qu'on fait pour modéliser finalement l'impact de la hausse des coûts de l'énergie sur la santé financière de son entreprise? Merci beaucoup Isabelle. En effet, jusqu'à maintenant, on a eu une approche avec Philippe et Aurélien, focus énergie, renégociation de contrat et optimisation de sa facture. Ce que je vous propose ici, c'est de vous présenter une approche financière plus globale qu'il est vraiment nécessaire d'avoir à la fois sur le compte de résultat avec une approche marge et sur la trésorerie. Le premier enjeu est de comprendre dans quelle mesure notre activité et donc notre compte de résultat est impacté par cette hausse des coûts de l'énergie. Les différents secteurs d'activité n'ont pas du tout la même exposition sur le sujet. Si on prend deux cas extrêmes, une industrie chimique et une activité de service, type cabinet de conseil, l'exposition à l'énergie ne sera pas du tout la même. L'objectif ici, c'est de comprendre quels sont les impacts directs, donc l'impact direct relatif aux fournisseurs d'énergie, et les impacts indirects, mais qui sont très liés et assez lisibles. Je pense notamment au transport, à certaines matières premières. L'objectif ici, c'est de comprendre dans quelle mesure on est impacté, est-ce qu'il y a des géographies où on l'est plus que d'autres, etc. Et l'objectif in fine, c'est de dire combien de taux de marge sont à risque avec cette hausse des coûts de l'énergie et quelle est la valeur. Après un constat, l'objectif, c'est de mettre en place des actions, des leviers. Il convient de commencer par se questionner sur le niveau de marge cible qu'on souhaite atteindre. Est-ce que le niveau de marge avant forte inflation des coûts de l'énergie est le niveau minimum à atteindre et le niveau cible, ou est-ce que dans le contexte actuel, on doit rogner sur des points de marge et mettre des leviers en face pour agir et pour contrer cette perte de points de marge. Le premier levier, celui dont parlait Philippe et Aurélien plus haut, c'est de dire, voilà, on vient optimiser la négociation de notre contrat et notre consommation d'énergie. Un deuxième levier qui vient juste après, ça serait de dire, dans un contexte d'inflation générale, est-ce qu'il est possible de répercuter nos pertes de points de marge au client final? Donc, une approche prix de vente. Donc là, ça dépendra beaucoup de la compétition, du secteur, etc. Mais ce levier-là peut avoir un impact assez rapide. Une décision de hausse de prix de vente, la grande question, c'est comment le marché va réagir en face de ça. Le troisième levier, dans ce contexte d'inflation, c'est de gagner des points de marge sur notre structure de coûts hors coût d'énergie. Il y a pas mal de secteurs, je pense à la grande distribution notamment, des secteurs à faible marge qui sont assez fortement impactés, qui doivent se réinventer et qui doivent réfléchir à leur modèle pour gagner en productivité par ailleurs. Ils ne sont pas en mesure de répercuter 100% de l'inflation au client final. Donc, la conservation des marges faibles passe par des gains de productivité par ailleurs. Donc, l'objectif jusque-là, c'est essayer de résoudre son équation marge. La troisième étape, c'est traduire ça en vision trésorerie. D'abord, il est nécessaire de traduire cette vision compte de résultat en vision cash.
La notion de décalage de paiement est clé. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises qui sont fortement touchées par la hausse des coûts de l'énergie sont aussi fortement touchées par des sujets de décalage. On est souvent dans des industries dans lesquelles il y a des délais de stockage, des délais de production. Et donc, on va forcément avoir des forts décalages entre le moment où on réalise nos dépenses et le moment où on vient encaisser, in fine, le produit de notre vente. Donc, en fait, même des business à marge positive peuvent se retrouver en difficulté de paiement parce qu'il y a une grosse facture à payer à un fournisseur et que le chiffre d'affaires qu'ils vont rentrer arrivera plus tard. Donc, avec des marges qui peuvent être tendues à cause de la hausse d'énergie, la question se pose d'autant plus. Exactement. Et à contrario, une entreprise qui a très faible marge, mais qui est capable de très bien monitorer sa capacité à encaisser ses clients tôt et à décaisser ses fournisseurs tard, pourra avoir une situation de trésorerie plutôt positive. Donc voilà, il y a deux enjeux, l'enjeu marge et l'enjeu trésorerie, piloter ces décalages de paiement. Sachant que l'enjeu, effectivement, c'est qu'on peut se retrouver, encore une fois, même à marge positive, avec des impasses de trésorerie, donc plus d'argent sur le compte, et du coup, la nécessité de se financer à court terme. Exactement. Et donc, la modélisation en trésorerie passe notamment par des scénarios. L'objectif ici, c'est par exemple, dans le contexte de hausse d'énergie, ça pourrait être de se dire, OK, historiquement, on avait notre niveau de rentabilité nous donnait une trajectoire de cash. Quel serait l'impact d'une hausse des coûts de l'énergie? Et de venir modéliser un scénario simplement de la hausse du coût de l'énergie pour voir où est-ce que ça nous mène si jamais on ne met pas d'action en place. Il y a certaines activités, si on reprend l'activité par exemple d'un cabinet de conseil, impact de la hausse de l'énergie ou non, sur la trésorerie in fine, l'impact sera très limité. Et après ça peut être intéressant de mettre des scénarios en fonction des actions mises en place pour venir mesurer ça précisément. Et donc ça, c'est le point 4 en effet. L'important derrière, une fois qu'il y a des actions théoriques mises en place, et c'est vraiment la plus grande difficulté qu'ont aujourd'hui les entreprises, c'est de venir piloter et mesurer en temps réel ces actions. Très clair. Et du coup, tu nous as préparé un cas avec un cas fictif d'une entreprise, mais qui est finalement pas si fictif que ça, assez réaliste. Exactement. Cas fictif en 1 minute sur le PNL. Voilà la structure de coût d'une entreprise assez fortement dépendante des coûts de l'énergie et du transport. Donc, il y a 15% du chiffre d'affaires qui est lié à ça. Exactement. Et donc, pour 100 de chiffre d'affaires, on fait 10 de marge nette. Du coup, quand la hausse des coûts d'énergie débarque… Hausse des coûts de l'énergie, l'hypothèse qui est prise ici, c'est 100% d'augmentation sur l'énergie, donc x2. On parlait tout à l'heure de x2,5 à x4. 20% sur les hausses de transport. Il en résulte marge négative si jamais il n'y a pas d'action mise en place. Super. Donc là où on dégageait 10 de marge nette, on dégage -1. On perd de l'argent en continuant à produire. Du coup, on ne peut pas rester comme ça. Il faut forcément mettre des actions en place. Exactement. Donc les actions mises en place, ça va être sur la droite. En orange, c'est ce dont parlaient Aurélien et Philippe tout à l'heure, optimisation de nos coûts directement liés à l'énergie. Sur le chiffre d'affaires, ici, on prend l'hypothèse qu'on est capable de répercuter 5% de l'inflation, 5% de notre perte de marge au client final. Et enfin, en vert en dessous, on a modélisé dans ce scénario-là des capacités à réaliser des gains de productivité et d'efficience sur la masse salariale et sur les autres frais fixes. Donc, dans ce scénario-là, on maintient la marge, 10%, qui passe par les 3 leviers que je viens de citer. Donc, hausse des prix de 5%, limitation de la hausse des coûts de l'énergie, donc à 60% au lieu de 100%, les transports qui restent au même niveau, et puis des gains de productivité sur les autres postes de coûts. Donc tout ça, maintenant, tu vas le transcrire en vision trésorerie. Exactement. Donc là, on se rend sur Agicap, qui est du coup le logiciel de pilotage de trésorerie numéro 1 en Europe pour les PME et les ETI. Exactement. Donc là, ce que vous voyez, c'est la traduction du scénario principal, donc notre scénario historique en cash.
Donc, Agicap, sur le passé, on vient se connecter au compte bancaire et on voit en temps réel quelles sont les entrées et sorties d'argent. On est capable de se connecter aux ERP pour voir quels sont les engagés, donc quels vont être les encaissements et décaissements court terme. Donc les factures. Donc les factures. On vient collecter l'ensemble des données factures avec les échéances de paiement et on vient modéliser les impacts à venir. Et à plus long terme, on vient se plugger au BP et on arrive à avoir une vision de trésorerie plus long terme. En vert, les encaissements, en rouge, les décaissements, en bleu, l'évolution de la courbe de trésorerie au mois le mois. Scénario central, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans un business rentable à 10%. Il y a des hauts et des bas en fonction des délais de règlement, mais c'est un scénario où il n'y a pas de grosse tension de cash, a priori, à venir. Le problème, c'est que la réalité, c'est une hausse des coûts de l'énergie. Donc là, j'ai fait tourner le scénario, en fait, hausse des coûts de l'énergie. Si on ne met pas d'action en face, on voit qu'il y a deux lignes qui sont impactées, le transport, l'énergie. 15% de notre chiffre d'affaires correspond à des dépenses d'énergie. Donc, en fait, 10%, pardon. Donc, au lieu de dépenser historiquement 750 000 € en énergie, on vient dépenser 1,5 million. Donc, tous les mois, on vient creuser de 800 000 € notre position de trésor. Quand on compare nos deux scénarios, ce qu'on voit, c'est que sur notre entreprise, l'impact de la hausse des coûts de l'énergie est significatif. Donc, on le voit au décalage des deux courbes. Donc, la courbe bleue, c'est vraiment le cash qui nous reste en banque dans le scénario avant la hausse des coûts de l'énergie. Et en orange, c'est le cash qui nous reste en banque une fois cet impact des coûts de l'énergie appliqué. Exactement. Exactement. Donc, on voit par exemple que dans ce scénario des coûts de l'énergie, dès fin avril, on est en tension de cash, on va être à 0+. Et après, pendant 6 mois, on est tout juste à flot jusqu'à plonger parce qu'on est dans un modèle de marge négative. On est venu aussi vous intégrer le scénario avec les actions mises en place. Et donc là, on est un peu au-dessus c'est un modèle théorique, on est un peu au-dessus du scénario de base. On vient conserver nos 10 points de marge. En revanche, on a un effet prix positif parce qu'on est capable de vendre un peu plus cher nos produits. Donc, on a en valeur, on améliore notre taux de marge. Donc, deux intérêts. Un, c'est de voir qu'en fait, cette hausse de l'énergie en fait, a bouffé le stock de cash de cette entreprise et assez rapidement. C'est-à-dire que cette hausse d'énergie a généré un besoin en financement dès avril-mai. Donc, ça, il y a besoin d'anticiper à la fois la maîtrise de ces consommations d'énergie, mais aussi dans ce cas-là, il faudrait aller voir son banquier pour aller demander une ligne de crédit pour financer cette grosse facture qui commence à tomber dès avril. Et le deuxième impact aussi, ce que je vous disais, quand on met en place un plan d'économie d'énergie, aussi bien sur la dimension renégociation que limiter sa consommation, il est vital de suivre l'impact mois par mois. Et là, si vous voulez, c'est un outil qui vous permet aussi de traquer l'évolution de sa consommation d'énergie en comparant le réel versus le prévisionnel par une vision cash, bien entendu.